Salut, c'est Virginie Grimaldi. Je suis super heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Cahiers de brouillon, le podcast. Il va falloir que j'intègre le nom. Cahiers de brouillon, le podcast, dans lequel je vais recevoir un lundi sur deux un invité avec qui je vais parler écriture, que ce soit un romancier, un parolier, un scénariste, un humoriste, parce que ce sont des conversations que j'adore avoir quand je rencontre les gens qui écrivent dans d'autres contextes, et des conversations qui souvent sont drôles, puisqu'on a tous un petit grain de folie quand on écrit. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous un lundi sur deux et je vous souhaite une très bonne écoute. Mon invité du jour transforme ses convictions en texte, ses colères en refrains. Ces mots ne sont jamais que des mots, ils sont une manière d'agir sur le monde. Ces mélodies nous font danser, ces textes racontent notre époque, nous interrogent, nous rassemblent, ils ouvrent nos regards, nous fournissent des munitions pour entrer en résistance. Sur fond de musique électro, portée par une énergie de scène impressionnante, elle parle de violences faites aux femmes, de discrimination, de la liberté d'être soi, de l'identité avec la conviction que l'art peut défoncer les portes. Elle en est la preuve, son itinéraire n'est pas classique. Elle commence par la danse, le corps comme moyen d'expression, puis la voix, le chant, et un jour les textes qui cognent trop fort dans sa tête et qui ne la libèrent que quand elle les pose. 3 albums et une victoire de la musique plus tard, elle est là. Dans un paysage où l'on demande aux artistes et aux femmes, surtout, de rester à leur place, elle a choisi d'occuper la sienne pleinement. Et en plus, à chaque fois que je l'ai entendue parler, je me suis dit qu'elle était super cool. Donc, je suis très heureuse de recevoir Suzanne. Bonjour Suzanne. Bonjour Virginie. Merci. Quelle description. Je devrais te confier ma page Wikipédia qui est très mal écrite. Non, mais les pages Wikipédia, c'est un vrai sujet. C'est un délire, ouais. Il y a un mec qui a écrit n'importe quoi et on a essayé de rectifier et non, il veut pas. Il s'y accroche. C'est sa raison de vivre. Est-ce qu'on parle au même mec ? Parce que moi, c'est pareil. Alors, je demanderais, mais moi, effectivement, j'ai aussi essayé d'intervenir sur ma propre vie sur Wikipédia et ce monsieur, il veut pas. Ouais, parce que tu fais des erreurs. En fait. Ouais. Lui, c'est mieux. Lui, c'est mieux. Ouais. C'est fou. Donc, merci beaucoup d'être là. Je suis très heureuse. C'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Je te suis depuis... j'ai cherché sur Instagram depuis 2020, mais je n'arrive pas à me souvenir ce qui m'a fait te découvrir à l'époque. Mais bon, une de tes chansons. Une de mes chansons pendant le Covid. Ouais, sûrement. Possible. Où on avait besoin de se raccrocher à quelque chose. Donc voilà, on va parler d'écriture, de processus créatif, et on va faire un retour en arrière avec l'enfance. Parce que souvent, ça vient de là, le besoin d'écrire. Je sais que tu as commencé plus tard à écrire pour les chansons, mais est-ce que tu as des souvenirs de toi petite en train d'écrire ? Ouais, complètement. Enfin, je pense qu'en fait, l'écriture, elle est arrivée dans ma vie assez tôt, mais sans que je le conscientise. Ma mère, déjà, a un rapport à l'écriture. Elle est plus dans des grandes lettres. Ah oui ? Ouais, quand elle a des choses à dire. Elle a des choses à dire ou elle a des choses à demander ou elle a des choses à exprimer. En tout cas, j'ai toujours vu ma mère écrire des lettres. Plutôt que dire. Ouais. Que ce soit pour des choses qu'elle n'arrive pas à dire au niveau des sentiments, quoi. Ah ouais. Je l'ai toujours plus vue s'exprimer. Mais elle le fait quand même. Ça lui permet de... Elle le fait. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a une demande urgente dans sa vie, ça passe par les lettres. Et moi, j'ai compris, en tout cas assez tôt, que de savoir écrire, c'était plutôt un outil, une arme. Elle faisait très attention à notre orthographe, à ce qu'on fasse pas de fautes et tout. Elle s'arracherait les cheveux aujourd'hui. Ah ouais. Parce que je trouve que depuis qu'on a un rapport au texto, à l'écriture un peu rapide, etc., moi je me rends compte. Automatique mais qui nous corrige de toute manière. Parfois qui fait un peu nimp. Moi, je me rends compte en tout cas que je fais beaucoup plus de fautes aujourd'hui. On ne sait plus comment écrire. Je fais moins gaffe, erreur d'inattention, et parfois je relis le message et je dis oh, waouh. Et il est trop tard pour modifier, et je me dis bon, ma mère s'arracherait les cheveux parfois quand j'envoie quelques messages sur WhatsApp. Mais en tout cas, l'écriture, il y a déjà ma mère, et ensuite il y a Madame Deniol au CM1 qui nous apprend la rime en cours. Et donc déjà la rime t'a intéressée si petite. C'est ça. Cette contrainte, parce que c'est une contrainte. On lit La Fontaine et moi en fait je trouve que c'est un jeu, quoi. J'ai vu ça. Je m'ennuyais assez rapidement à l'école, mais là pour le coup rarement en cours de français parce que j'ai toujours adoré ça, les mots. Mais là pour le coup les rimes, j'avais trouvé ça hyper ludique.
Donc j'étais rentrée chez moi, je continuais à faire des rimes, à trouver des mots. Enfin, j'avais trouvé ça. C'était un jeu, quoi. Ouais, donc jouer avec les mots, c'est là depuis longtemps. Et cette prof, elle avait repéré un truc chez toi ou quelqu'un avait repéré un truc Ouais, en général, mes profs de français m'aimaient bien. Même, parce que j'ai quand même une scolarité un peu particulière. J'ai commencé en étant plutôt très bonne élève. Et quand j'ai compris en fait que l'école formait plus des citoyens plutôt que qu'il fallait entrer dans un système et qu'on n'était pas vraiment là pour développer nos compétences ou nos rêves ou je ne sais quoi. Ouais, là, j'ai un peu décroché. Ouais. Là, ça a été plus compliqué, mais en tout cas... T'avais quel âge au collège, non ? Ouais, non, au départ, le collège, ça commençait bien. Ma mère allait au conseil de classe, elle était fière, tout allait bien. Les bulletins scolaires, ça allait bien. On disait juste que j'étais un peu bavarde. Mais c'est tout, quoi. Ouais. Voilà. Mais après, ça s'est un petit peu dégradé. Mais en tout cas, en français... Non, ça a toujours été une matière qui m'a tenue. Et tu lisais, t'aimais lire ou j'ai entendu que t'écoutais beaucoup de chansons à texte déjà. Ouais, déjà, je pense on est deux teams quand on écoute des chansons. Il y a des gens qui vont écouter la mélodie d'abord, qui vont vraiment capter ça sans faire gaffe, et d'autres qui vont écouter le texte. Moi, j'avoue que j'ai toujours été beaucoup plus happée par les mots, par le texte, et la mélodie, je la retiens après. Oui. Ouais. Et enfant, tu as déjà écrit des chansons ou tu as écrit des poésies ou des choses avec des rimes comme ça j'ai le souvenir de ces chansons quand on part en colo ou en vacances entre enfants, etc., qu'il y a tous ces trucs un peu en onomatopée qui racontent des petites histoires avec l'éléphant, le machin et tout. J'aimais bien déjà, je me disais, ça rime, ça m'amusait, j'aimais bien retenir ces chansons-là. Je me rappelle parfois dans les vestiaires du conservatoire, on inventait des chansons avec mes copines. Vous réécriviez des chansons qui existaient Non, on inventait des petits airs comme ça. Et je me rappelle que j'avais conscientisé, en tout cas à ce moment-là, peut-être que j'avais 13-14 ans, et je m'étais dit, en fait, des chansons, on peut en faire toute la journée, quoi. Ouais. On peut chanter des refrains, et puis dire surtout, des trucs cool ou dire n'importe quoi. Ouais. En tout cas, une chanson, elle peut démarrer comme ça, d'un air qu'on chante... Ouais, c'est un espace de jeu et de liberté en même temps, d'expression. Exactement. Et pardon. Non, c'est tout. Non, j'essaye de me rappeler de mes premiers souvenirs de chansons, et je pense que même quand j'écoutais la radio, je me demandais tous ces chanteurs comment ils faisaient pour fabriquer la chanson. Ouais. Et puis en plus, les chansons, souvent, on se les approprie, on leur donne même un sens que parfois elles n'ont pas au départ. Et ça nous marque, enfin, ça nous accompagne. Les chansons à texte, notamment, on peut vraiment se les approprier et se souvenir du moment où elles nous ont aidés dans notre vie. Enfin, c'est hyper fort, quoi. Donc oui, ça t'a accompagné toute ton enfance. Mais tu es partie sur un autre mode d'expression qui est la danse. Parce que, pourquoi c'était t'aimais ça aussi. On choisit pas nos amours. Je pense qu'il y a. T'as commencé hyper petite la danse. J'ai commencé hyper jeune. C'est ma sœur aînée qui était inscrite dans un cours du village, qui voulait pas trop y aller juste parce qu'il y avait la voisine, donc elle y était quoi, mais elle était pas emballée par la danse. Et moi, je regardais ce cours et j'avais vraiment envie d'y aller pour le coup. Donc, au bout d'un moment, la prof de danse me voyait tous les mercredis. À attendre à la fenêtre à regarder. T'étais trop petite pour le cours. J'étais trop petite, et en plus là j'étais vraiment très petite, et au bout d'un moment elle a dit à ma mère, laissez-la entrer, quoi. On en a marre de la voir à la fenêtre. On en a marre de la voir à la fenêtre, laissez-la entrer, elle veut danser, quoi. Donc j'avais envie de danser, et déjà je pense que c'est la musique qui on sait pas trop pourquoi on est transcendé par la musique, mais en tout cas c'est encore le cas aujourd'hui, et je me souviens même dans les supermarchés, je dansais quand il y avait la musique un peu à balle, et ma mère se disait là il va falloir que il y a un truc avec le corps ça. Avec ça, en tout cas c'est son rayon, et quoi. Tu t'es engagée pleinement dedans, donc tu as fait le conservatoire, et tes études étaient en rapport avec la danse. T'étais partie, tu voulais faire carrière là-dedans, en faire ton métier. Je pense que les rêves de petite fille, au début je commence dans cette petite école de village, et puis cette prof de danse, elle disait à ma mère, ce serait bien qu'elle s'inscrive au conservatoire, qui a une meilleure où il y a un meilleur niveau, où elle va ressortir. Conservatoire, il fallait que tu partes de chez toi, que tu ailles vivre là-bas, ou non, fallait que je passe l'audition, faut y entrer. Enfin, il y a quand même une sélection où ils regardent ton physique. Est-ce que tu as des capacités? Est-ce que tu es un joli en dehors? Est-ce que tu es souple? Est-ce que faut entrer quand même dans beaucoup de... Est-ce que tu es mince, parce qu'on était quand même encore à
à cette époque-là. Et je pense que ça n'a pas trop changé, malheureusement. Parce dans que la danse, il y a certains milieux, oui. La danse classique, notamment. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de traditions dans cette danse-là, qui fait qu'il y a encore beaucoup de dictates sur le corps et sur tout ça. Après, je pense que dans la danse contemporaine... oui, ça évolue. On voit plus de diversité. C'est plus ouvert, exactement. Les corps sont plus libres d'être ce qu'ils sont. Ils ont encore cette idée qu'un corps plus léger, plus aérien et plus joli. Puis il faut pouvoir monter sur les pointes, et donc il faut très peu de poids. Mais on peut monter sur les pointes à n'importe quel poids, je pense. Complètement, mais ce qu'on demande à la danseuse d'être filiforme, que ce soit des lignes parfaites, et je pense que voilà, j'ai été vite, en tout cas, enfermée dans ce genre de dictates au conservatoire. Après, voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Et tu t'en rendais compte déjà? Tu avais ce regard déjà un peu rebelle de te dire c'est pas normal et de pas accepter forcément ce dictat-là? Complètement. Je pense que tous les mercredis, quand on était pesé, il y avait beaucoup de mes amis qui refusaient de manger, ou qui mangeaient seulement une pomme, ou qui buvaient que de l'eau. Enfin bon, c'était quand même mercredi, jour particulier. Moi, je m'en foutais. Une pizza. Peut-être pas, mais franchement, je me, il y avait pas de restriction, quoi. Non, et puis de toute façon, c'est les adultes qui me mettaient la pression là-dessus. Et vu que j'étais à un âge où on décide pas de tout, si je n'avais pas le droit de boire tel soda ou tel truc, manger tel truc, la prof de danse le disait à ma mère, qui l'appliquait à la maison. Enfin, j'étais déjà bien contrôlée, donc j'allais pas me contrôler moi-même en plus. C'est bon. Ouais, t'as lâché sur ça. Mais après, ce qui m'empêchait pas, malheureusement, de me regarder dans la glace, c'est arriver dans le miroir. On est quand même beaucoup confronté au miroir quand on danse. Il y a un âge où il y a la puberté. Je passe dans ce conservatoire de mes 7 ans à mes 17 ans. Donc, entre-temps, je deviens une femme. La construction qui est déjà difficile. Je suis entrée toute petite et puis là, je grandis. Donc, je deviens une femme. Et ça a été compliqué parce que on voit le corps changer, on voit la poitrine qui arrive et tout. Le et j'acceptais pas le regard des autres et puis le regard sur soi-même. C'est là où j'ai compris que même si je m'étais pas restreint, toutes ces phrases, tous ces mots, le poids des mots, le poids de... Ça s'était imprégné quand même. Des phrases d'adultes aussi, mine de rien. Voilà, ça m'avait imprégné et je commençais à changer de regard sur moi-même et mine de rien, ça m'avait touchée sans que je le perçoive vraiment. C'est peut-être ce qui a fait naître aussi cette révolte que tu as aujourd'hui. Et enfin, après, c'est des caractères. Il y en a qui vont... accepter tout, et puis toi tu avais déjà ce truc de te dire c'est pas normal quoi, toutes ces règles, toutes ces choses qu'on nous impose. Oui, mais je pense que les gens qui m'ont croisée, que ce soit au conservatoire ou au lycée ou au travail pour certains, j'ai toujours eu un peu ça en moi, ce truc un peu quand je suis choquée ou heurtée, ou je me dis ça c'est pas normal, et c'est une pensée limitante, mais pourquoi tout le monde accepte Est-ce que je suis la seule à voir que la maison prend feu ou... Et ça, je pense que depuis gamine, j'ai un souvenir qui est revenu récemment parce qu'il y a une fille, Pauline Caillot, qui était avec moi en primaire. Donc c'était quand même il y a très longtemps. Pauline Caillot, parce que je l'ai vue récemment sur Instagram, parce qu'elle m'écrit, elle me dit... je me souviens de toi qui réunissait toutes les filles aux toilettes pour dire que les garçons prenaient trop de place dans la cour avec leur foot. Génial. Et toi, tu t'en souvenais pas du tout? Non, vaguement quoi. Et maintenant, ça me revient. Je me dis en fait, j'ai toujours été un peu comme ça, et même au conservatoire. Les gens disaient les rebelles, mais parfois c'était péjoratif aussi. Oui, bien sûr. C'est pas que positif. Chez les femmes, en plus chez les filles, on attend d'elles qu'elles rentrent dans le cadre. Exactement. Donc j'étais un peu turbulente, j'étais un peu frontale, j'étais un peu. Et ça n'a pas toujours été accepté, en tout cas. Là aujourd'hui, on me dit bravo pour ça. Oui, encore pas tout le monde, j'imagine, mais c'est mieux, ça va mieux. Oui. Les choses changent. T'aides à libérer la parole. Ça va pas du tout être. Chronologiquement, on s'en fout. Là, je ne sais pas quand sera diffusé l'épisode, mais il y a 2 soirs
T'as chanté à la manifestation de soutien pour la petite Liana et t'as porté la voix, j'ai les poils qui se dressent en le disant, t'as porté la voix de tout le monde, quoi. Et c'est hyper puissant. Je sais pas si tu te rends compte de ce que tu génères et de ce que tu charries. Enfin, c'est évidemment qu'on te dit merci, quoi. Donc, c'est né là, quoi. Je pense que tout ça t'a nourri et ça t'a amené. Mais il fallait une sacrée force quand même pour te dire, je vais faire quelque chose de tout ça. Moi, je crois que c'est la colère et l'espoir qui me charrient. Mais c'est ça, les deux se cohabitent en toi. Ouais. J'aime pas avoir que de la noirceur. Je me dis, il faut mettre un peu de lumière là-dedans. T'as envie de changer les choses. Si on dit souvent, dans le combat, il y a la fuite ou il y a le combat. Et je crois que je choisis ça en général. Sinon, ça me fait du mal, quoi. En fait, je pense que je souffre de ne rien dire, de garder. Ouais, mais c'est fort parce que grâce à des femmes comme toi, à des personnes comme toi, ça fait vraiment bouger les pensées, ouvrir les idées des gens et on se dit, ah oui, on peut dire non, on peut s'opposer et c'est hyper précieux, quoi. Je sais pas, j'imagine qu'on te le dit tout le temps, mais voilà. Merci, Virginie. La petite parenthèse. On revient en arrière. Tu as commencé à chanter. Tu as arrêté la danse à 17 ans. Ouais. Je ne sais pas si tu as envie de revenir sur les raisons. On n'est vraiment pas obligé. Mais une des raisons, c'était aussi que tu n'avais plus envie d'accepter ce cadre-là et toutes les contraintes qui y étaient liées. Oui. Moi, je peux revenir dessus, parce que ça a quand même été une partie, je pense, qui m'a assez marquée pour qu'elle puisse me construire aussi plus tard. J'arrête le conservatoire parce que, trop de diktats, cette rigueur qui commence à devenir vraiment pesante. Je regarde l'heure tous les jours, je suis à la barre et j'ai perdu la passion, quoi. T'as plus envie. Je sais plus ce que je fous là. Donc ça, moi, quand j'ai plus envie... quand tu regardes l'heure, c'est pas bon. C'est que c'est pas bon. Et je perds un ami d'une rupture d'anévrisme. C'est très mal géré par les adultes autour. Je ressens encore des mots difficiles à ce moment-là. Et je pense que c'était de comment je devrais vivre le truc, etc. Donc je sens que je suis pas entendue. Je sens même qu'en tant qu'enfant ou jeune adolescente, je suis pas en sécurité dans ce conservatoire, avec ces gens autour. Ma famille aussi, parfois, par inquiétude, on peut agir de manière pas toujours... c'est comme ça, un peu maladroite. Donc là, je me rends compte qu'il faut que je sorte de là, quoi. Donc je sors de là. C'est une période un peu compliquée, un peu floue, un peu... Oula, qu'est-ce que je fous là, 17 ans. Avec le deuil qui s'ajoute à ça. Le deuil, mon homosexualité au milieu, j'arrête l'école, donc je décroche. Là, c'est la débandade. Ah ouais. Là, franchement, c'est... Là, je rigole aujourd'hui. Ouais, mais il y a eu une période où vraiment... Je me disais, comment tu commences ta vie, quoi. Ta vie, elle commence mal. C'est dur. Ouais, c'est dur quand t'es perdu comme ça. Et qu'est-ce qui te donne l'impulsion ? T'es monté à la capitale. Donc, t'es d'Avignon. Je suis d'Avignon. La capitale... C'est plus tard ? C'est pas tout de suite. Là, au début... Donc, qu'est-ce que t'as fait au début ? Il y a une sacrée période d'errance. Déjà, il y a une petite année où... Rien. C'est n'importe quoi. Non, j'ai pas regardé le plafond. Je suis beaucoup sortie. Ouais. Dans des clubs. T'as dansé ? Ouais, mais autrement. Du coup, j'ai retrouvé un peu l'envie de danser, mais en tapant du pied sur de la musique électro. Je le dis parce que je pense qu'aujourd'hui, dans ma musique, elle se ressent. Oui. Cette libération. Je pense que je me suis libérée à ce moment-là aussi. Ça peut paraître un peu fou et se dire, la gamine, elle est passée de... Tout se passe bien, elle est au conservatoire, elle travaille très bien à l'école, la danse classique, très bonne élève. Et mes parents qui étaient toujours très contents de dire, oh voilà, notre fille. Oui. Là, ils disaient plus notre fille. Là ils étaient, on la connaît pas. On ne connaît pas. Qui est cette personne qui est cette inconnue dans le salon. Donc là, je perds la fierté de mes parents. Enfin, il y a un truc un peu dur. Là, je me suis sentie toute mon enfance comme un cheval de course. Il fallait que je réussisse partout. Et là, je réussissais rien et je ratais tout. Et dans un sens, je pense que j'avais un peu envie de ça. Ouais. Voilà. Ouais, de pas forcément suivre ce qu'on attendait de toi. Exactement. Donc, je vais en club, j'écoute Daft Punk, Vitalik, Justice, tout ça. Je tape du pied, je sors beaucoup trop. Donc, à un moment donné, ma mère, elle m'attrape par le col. Elle me dit, tu vas un petit peu te calmer parce que t'as un avenir à construire. Et là, tu vas avoir 18 ans et ta vie commence à Pôle emploi, quoi. Elle m'a emmenée à Pôle emploi, elle m'a dit ça. Sacré punchline. Ah ouais, elle m'a dit, ta vie commence ici. On était devant Pôle emploi et j'étais là, oh waouh, cool, c'est sympa. Ok, on y va. Ouais.
Et c'est là que tu deviens serveuse. Et c'est là que je deviens. Tu travailles dans un bar. Je commence. J'ai fait plein de petits boulots. Enfin, bon, je te refais pas toute la sauce, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Mais j'ai une liste de boulots. J'ai distribué des prospectus. J'ai travaillé à McDo. J'ai castré des maïs. Est-ce que tu as fait ça? Ouais. Ah non, ça j'ai c'est castré des... C'est fou de castrer des maïs. Ah, c'est dingo. Ouais, ça s'appelle comme ça. Écoute, t'enlèves la tige. Visuellement, le geste n'est pas beau, mais tu castres des maïs. Et donc je vois bien les petits boulots. J'ai été serveuse aussi, Mais c'est formateur, c'est hyper formateur. En fait, c'est... Puis de se perdre, je crois que c'est nécessaire aussi, de se perdre pour se trouver. Il y a un passage comme ça qui est hyper... je crois que c'est nécessaire. Moi, je pense qu'on le vit tous, mais à différentes périodes. C'est juste que l'adolescence, on la juge un peu fort. On se dit, les jeunes... Mais en fait, moi, je l'ai vécu à cette période-là, se perdre pour se retrouver. Et ça m'arrivera certainement encore dans ma vie. Je ne dis pas que tout est... que je me connais parfaitement. Enfin, non, malheureusement, je pense qu'on ne se connaît jamais vraiment, qu'on s'apprend toute la vie. Puis on change. On change, on évolue. Puis quand on doute, on veut changer, justement. Donc, on peut s'étonner. Donc après, je pense que ça a été une période où, mine de rien, j'ai dû garder un peu de... J'étais perdue, en errance totale. Mais en même temps, je m'accrochais à des trucs où, fallait que je travaille. Donc, j'avais des boulots alimentaires comme toi, j'ai fait tout plein de choses. Mais il y avait toujours mes bases, entre guillemets. Il y avait quand même l'écriture dans un coin de ma tête. Tu gardais ça. Là, c'était vraiment loin dans ma tête. Là, je me disais, j'avais oublié mes rêves à ce moment-là, franchement. Et t'écrivais pour toi, déjà, à l'époque? Ouais, ça arrivait. Après, les premières fois, j'avais écrit un peu des chansons, etc. J'avais montré ça à ma mère et elle m'avait regardé genre... c'est ragot d'écrire des chansons. C'est vraiment nos meilleurs soutiens, les parents. En fait, c'est les plus durs. Je me souviens de mon père qui avait lu aussi le premier essai de... j'avais 8 ans sur un cahier de brouillon. C'est trop mignon, 8 ans d'écrire. J'avais écrit un début de roman. C'était un coucher de soleil sur 3 pages. Mais c'est trop mignon. Il faut encourager ça. Il m'avait dit oui, pas ouf. Non, mais ça, faut faire gaffe parce que ça peut. Ouais. On peut perdre confiance trop tôt. En fait. Oui, parce que tu le fais, parce que tu as envie de le faire, donc tu écris, etc. Et en plus, mon texte, il n'était pas si naze, donc il faut arrêter. J'ai appris en étant mère que ce qu'il faut faire, c'est de dire est-ce que toi, tu es content de ce que tu as écrit plutôt que de poser un jugement dessus, qu'il soit positif ou négatif, finalement, plutôt que de dire c'est super bien alors que c'est pas super bien. Dire est-ce que toi, tu es content de ce que tu as écrit ça, c'est une bonne question. Principale, voilà. Oui, mais voilà, comme ça, pas de trauma. La personne continue de développer ce truc qu'elle a envie de faire naturellement. C'est un moteur, mais pour d'autres, pas du tout. C'est un gros frein. Oui. Donc, voilà. Donc, tu gardais pour toi ce que tu écrivais. Je gardais un peu pour moi ce que j'écrivais. J'ai toujours aimé écrire, même ne serait-ce mes premiers messages d'amour à ma femme. Elle s'en souvient encore parce que je pense que je prenais soin d'écrire des jolis messages, de choisir mes mots, etc. Enfin, je sais que j'ai toujours aimé écrire, peu importe la forme et à qui je m'adressais. Oui, donc des petits mots comme ça. Déjà, c'était tu cherchais à trouver le bon mot, à trouver le mot précis pour dire ce que tu avais envie de dire. La bonne émotion, Parce que je pense que je suis du genre à... J'ai pas de problème avec la parole, mais je suis un peu cachotière en parole. Enfin, je pense que je suis plus... Mais même avec moi-même, je pense que l'écriture, parfois, me révèle des choses à moi-même et je me dis, là, je pense ça. Je voulais pas trop me le dire. C'est comme de l'écriture intuitive, tu sais, un truc qui t'est dicté de quelque part d'hyper profond, d'un endroit hyper profond. C'est les entrailles, quoi. C'est le fond de l'océan, tu vois, l'écriture. On le sent que un jour, il y avait quelqu'un qui avait dit que je trempais ma plume dans mes tripes et j'ai trouvé l'image horrible, mais c'est exactement ça, oui. C'est exactement ça que tu fais, on le ressent. Tes textes, c'est ça, on sent que chaque mot, c'est comme un uppercut, quoi. Mais pas toujours évident d'y aller dans cette... c'est une zone inconfortable. Et donc, parfois on l'utilise, parfois l'aide, parfois c'est source de libération, de souffrance. Je pense qu'il y a un peu les deux. Il y a les deux. Justement, j'avais la question, qu'est-ce que tu ressens quand tu écris? Mais maintenant, quand tu écris tes textes, qu'est-ce que tu ressens? Et c'est ça, c'est un mix des deux, Ça dépend beaucoup des périodes déjà. Je me rends compte que mon rapport à l'écriture, quand je vais justement être un peu seule avec moi-même, enfermée, je vais dehors, je vais
je veux dire, pas exposé. Voilà, pas exposé. Là, c'est vrai que les derniers mois, il y a eu beaucoup de... Enfin, tu vois, je suis en concert, je suis à la télé. Depuis la chanson Je t'accuse. Depuis Je t'accuse, depuis Viril, depuis l'album qui a été, j'ai l'impression, entendu par le public. J'ai du mal à prendre du recul sur ce que je veux dire, surtout que là, le monde, en ce moment, il est quand même... Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est intense et limite, tu as le syndrome de la page blanche parce que le truc, le monde est vraiment très très noir là pour le coup, donc tu sais plus où... Ouais, c'est ça, justement, comment une idée ou un ressenti devient un texte. À quel moment tu te dis, ça, c'est ça dont je veux parler et ça, je te jure, c'est... Ouais. C'est une magie folle, hein, mais je pense comme toi. Après, un livre, j'ai l'impression que pour le construire, il faut quand même un début, un milieu, une fin, une intrigue... Moi, c'est un peu... Tu me fais des petites mots, mais il y a quand même un message. C'est-à-dire, c'est un texte plus long. C'est plus long, donc faut quand même... Tu vois, il y a des personnages, il faut les creuser. Moi, l'idée, elle se plante et elle ne me lâche pas. Ouais. Je t'ai entendu dire que tu avais du bruit dans la tête et que tu avais besoin d'écrire pour sortir ce bruit. Et moi, c'est ça, en fait. Sinon, ça parle sans arrêt. Donc, il faut que j'écrive pour me libérer de ça. Ouais, et je comprends. toi, c'est ça. Mais à quel moment l'idée, le sujet devient idée d'écriture? C'est quoi? C'est une phrase qui arrive en premier ou Je pense en général, c'est toujours... moi, ça passe toujours par voir les choses. Ouais. Donc, ou évidemment les vivre, il faut qu'il y ait une émotion d'abord. Et après, il y a la magie des chansons. Moi, parfois, j'ai l'impression qu'il y a des chansons qui me tombent dessus comme ça. Et elles jaillissent comme ça. Et elles sont là parfois depuis longtemps et je le sais. Et je me dis, bon, ok, là, c'est le moment. Go, allons-y, quoi. Ouais. Mais les idées, c'est comme dans la vie. Hein. On a plein d'idées parfois on ne réalise pas du tout. Et tu sais pas pourquoi celle-ci. Ouais. Celle-ci, elle va pas te lâcher. Elle va pas te lâcher, mais est-ce qu'on peut toujours expliquer pourquoi? Non. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Tu vois, ce Je t'accuse, quand je me suis mis sur mon piano, c'est parce que pour moi, c'était la séance de psy à laquelle je voulais pas aller, quoi. Parce que je suis du genre à mettre 1000 ans à prendre un médicament alors que je sais qu'il faut prendre le médicament, ou 1000 ans à aller chez la psy alors que je sais que là, il va falloir y aller. Mais là, ce jour-là, je pense que je débordais, j'attends le débordement. Ouais. Voilà, donc là, j'étais dans un jour de je déborde. Mais justement, on va pas chez la psy parce que... Donc on va pas chez la psy, on va... Il y a des failles qu'on n'a pas envie de régler, quoi. Parce que est-ce que tu déborderas encore autant? Est-ce que tu auras cette envie d'écrire? Ça, c'est une vraie question. Mais ouais. C'est terrible. Moi, mais je me la pose beaucoup aussi. Ouais, mais je pense que c'est... Alors, on en parle juste après, mais en tout cas, je vais pas chez la psy ce jour-là, mais je vais à mon piano. Ouais. T'as la musique qui vient en même temps? Oh, franchement, là, pour le coup, ce texte de Je t'accuse, il est arrivé très vite. Là, il n'y a pas eu de je bloque ou qu'est-ce que je veux vraiment dire. Oula, non. C'est vrai que ça a été assez vite. Pour cette histoire de garder ses souffrances et en faire de la lumière, moi, je pense un peu comme toi qu'on a besoin de garder parfois nos poids pour arriver à dire des choses un peu intenses, quoi. Enfin, en tout cas, arriver à s'exprimer. Dedans, ouais. Mais parfois, je me dis, est-ce que ça te dirait pas d'être un peu plus légère? Je te comprends tellement. Non? Mais tellement. Tellement. Parce que c'est ça, ce bruit permanent dans la tête, et puis ces questions sans arrêt, se remettre en question sans arrêt aussi, ça c'est épuisant. Et puis tout qui nous agresse en fait. Enfin, je sais pas si je crois que t'es pareil. Ouais. Tout ce qui se passe dans le monde nous agresse et tout. Et c'est un truc... et les pensées en arborescence comme ça qui s'arrêtent jamais. Et ouais, parfois j'aimerais bien apaiser. Stop. Et en même temps, je me dis... c'est quand même de la matière première, quoi. Enfin, c'est là où je vais puiser tout ce que j'ai envie de dire et tout ce que j'ai besoin de dire. Besoin plus qu'envie, d'ailleurs. Ouais. D'accord. Et s'il n'y a plus ça, après, je ne sais pas si on peut vraiment régler tout ça. Je ne suis pas sûre. J'ai fait des thérapies et je suis encore là. Et les failles sont encore là. Ouais. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut... Déjà, je crois que tous les écrivains, toutes les personnes qui écrivent, les paroliers, on a tous des sacrées failles. Je sais pas, il y a peut-être des blessures fondatrices, en fait. Mais qu'on ne veut pas vraiment régler, du coup. Enfin, tu vois, moi, j'ai l'impression d'avoir décidé de
Là, j'ai la métaphore du poids des valises, de tout ce qu'on peut trimballer du début à... Bah, je me vois pas lâcher les valises et me dire allez, filons, marchons léger. Et ça te manquera peut-être même. Peut-être qu'un jour, parce qu'il y a des périodes où tu as envie de ça. Tu as envie de dire ah bon, allez, c'est bon. Faudrait avoir 6 mois par an où on les lâche. Tu lâches les valises, tu marches léger. Après, allez, tu les retrouves. Allez, c'est reparti. Et t'écris. Mais ça, c'est pas possible. Donc, du coup, je crois que j'ai choisi l'option de mettre mon énergie. Enfin, au lieu de la mettre à essayer de me libérer doucement de mes trucs, je me dis, essaye de trouver la force de les porter. Mais ces choses-là. Et quand t'écris, justement, est-ce que ça te fait du bien? Ou alors, est-ce que ça te fait du bien après, quand c'est entendu par d'autres, et compris, et reçu par d'autres, et partagé, et que tu te sens moins seul? À quel moment est-ce que c'est thérapeutique à un moment? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on s'en rend vraiment compte? Pardon, je vais te dire à chaque question, c'est une bonne question. À quel moment on se rend compte, en fait, du pouvoir de l'écriture sur nous, tu vois? Ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce que tu as le sentiment que, en fait, ça change rien? Ah non. Là, aujourd'hui, je me dis que s'il n'y avait pas eu l'écriture dans ma vie, mais je ne pourrais pas vivre, en fait. Et c'est terrible parce que je me dis ça, et en même temps, quand je dois écrire des chansons, tu parlais d'envie et de besoin et de devoir. Moi, aujourd'hui, je suis dans une industrie tout comme toi. Notre créativité, nos failles, nos valises, on en fait quelque chose... un produit presque. Voilà, qu'à la fin, des gens vendent. Ça, tout à coup, moi, je peux être perturbée par ça. Il peut y avoir un truc un peu où... Quand je sens qu'il y a une deadline... chose à faire. En plus, moi, les deadlines, je fais vraiment partie de ces gens qui font le truc 5 minutes avant. Ouais, pareil. Tant qu'il n'y a pas le feu. Tu procrastines. Procrastination tout est meilleur à faire que se mettre à écrire. Je peux faire le ménage alors que je déteste ça. Pareil. Je fais des trucs où je me dis, bon, allez. Alors qu'une fois que tu y es, tu t'arrêtes plus. Voilà. Ouais. Je pense qu'il y a une petite peur de l'échec pour ma part. D'ailleurs, je n'écris jamais une phrase tant qu'elle n'est pas faite dans ma tête. Ouais. Genre, j'ose pas, je me dis, oula, si quelqu'un tombe dessus. Si je meurs là et que quelqu'un la découvre. Tu te dis ça? Mais bien sûr. Mon Dieu! Je veux pas que quelqu'un puisse lire ça. Pareil, pas de journaux intimes, pas ces trucs-là, pas de trucs où on pourrait lire ce que je raconte. Et si c'est pas au poil près, si j'ai pas mis le mot là où je voulais le mettre. Bon, bref. C'est trop drôle que tu te dises ça. Ouais, mais toujours. Pardon, ça me fait rire. Ça, c'est des cerveaux d'angoissés. Bien sûr. Voilà, mais j'adore. Mais non, t'as pas envie que les gens découvrent, alors que les gens lisent tes livres, les gens écoutent mes chansons. Mais j'ai honte que les gens lisent mes livres souvent. Quand ils... Je te jure, je suis beaucoup plus d'accord avec les critiques négatives qu'avec les positives. Non, mais alors ça, c'est un truc qu'on a en commun à soigner, parce que ça, c'est pas normal. C'est terrible. Moi, les gens m'applaudissent. En plus, j'ai un métier, on me fait beaucoup de compliments et je me sens mal. Je me dis, arrêtez de me faire des compliments. T'as l'impression que tu parles à quelqu'un d'autre? Ouais, c'est terrible. C'est atroce. Et quand les gens partagent des pages, ils prennent une capture de la page du livre et qu'ils la partagent sur Instagram, je dis pourquoi ils font ça? Tout le monde va voir ce que j'écris, c'est horrible. Non, mais et ça te fait ça aussi? Ouais. Je suis contente parce que t'es tellement talentueuse que du coup c'est rassurant. Est-ce que le talent va avec le doute? Je sais pas. En tout cas, moi je peux pas jauger de mon talent, mais je peux jauger de mes doutes. Ouais, mais dire que c'est vrai que de l'extérieur on se dit c'est tellement beau quoi ce que t'écris que en avoir honte, ça paraît improbable. Donc c'est rassurant quelque part. Merci, mais ça me rassure aussi de t'entendre. Mais je pense qu'on est assez nombreux à ressentir ça, quoique j'en connais pas mal qui... Est-ce qu'il y en a qui ont vraiment des gros boulards sur ce qu'ils font, tu crois? Oui. Des chanteurs qui s'écouteraient eux-mêmes? Chanteurs, je sais pas, des écrivains, oui. Tu veux dire hyper fiers de ce qu'ils écrivent. Il y en a un une fois qui m'a dit non mais moi, tu vois, c'est de l'art, c'est de l'orfèvrerie. Je suis dans une toute petite maison parce que voilà, ce sont des orfèvres et puis on tient à la qualité. Je dis oui, ok, allez, je vais aller reprendre un verre. Non, mais c'est bien, tu vois, je pense qu'on a tous un rapport très différent à ce qu'on fait, à notre travail. Et moi, c'est vrai que je suis dure. Je suis dure avec moi-même, je suis très exigeante. Je pense que ça vient aussi de comment on m'a éduquée. Ouais. Mais j'ai toujours un peu... Après, je m'en débarrasse, tu vois, de ce prof de français qui peut y avoir sur l'épaule. Mais en même temps, c'est douloureux parce que...
c'est chiant de douter ouais. tout le temps et de se sentir nul tout le Je te- temps. Ah ouais, je te Mais d'un confirme. autre côté, ouais, ça nous pousse à donner le meilleur, quoi, à écrire, C'est vrai. à écrire au mieux possible. Tant qu'on est dans cette énergie-là de chercher à être exigeant, mais de la bonne manière, ok. Si l'exigence nous emmène plus loin dans l'écriture, c'est ok. Ouais. Quand elle paralyse l'exigence, C'est ça. là, c'est pas drôle. Il t'arrive de te dire non mais ça, je déchire tout, je le brûle, je terminais, je. Ah non, mais moi, en fait, je considère que l'écriture, c'est un peu comme un don, un truc qu'on m'aurait donné. Ouais. Tu sais pas quoi en faire. Je sais pas trop pourquoi à moi, déjà, pourquoi moi. Soit parfois je l'utilise, soit parfois j'ai l'impression que on me l'a ôté. Genre, ah ouais. Aujourd'hui, no Wingardium Leviosa, quoi. Non. Aujourd'hui, tu sais pas écrire. Après, ça, c'est moi et moi-même. Oui. Ça, je pense que c'est moi dans ma tête. Mais il y a des jours où je me dis, j'ai plus le truc. Je vois plus les mots. Ah ouais. Je les ressens plus. Et du coup, du coup, tant que t'as pas la phrase, tu n'écris pas. Donc ces jours-là, t'écris pas du tout. Ces jours-là, j'écris pas du tout. Je suis en PLS. Je suis en. Je ça sais y est, plus c'est écrire. fini. Ça y est, c'est fini. J'ai perdu mon don. Il y a plus de magie. Terminado. Tout le monde va se rendre compte. Voilà, je suis une grosse imposture. Voilà. Titre de ton prochain qui a écrit toutes ces album, chansons. J'oublie que c'est moi qui ai écrit toutes les chansons. Ah ouais. Genre, j'oublie. Je me dis. C'est fou, hein. Puis de toute manière, elles étaient pas si bien. Voilà, de toute manière, c'était nul. Il y a des gens qui écrivent beaucoup mieux. Et après, tu comptes, voilà, les autres, machin. Oh là, quand t'entends dans ce genre de pensée, c'est nul. Tu vas nulle part. Non, tu vas nulle part. Là, c'est juste tu te j'arrête de lire flagelles. parce qu'à chaque fois que je lis, je me dis oh là là, c'est tellement bien, j'écrirai jamais comme. Ah ouais, faut faire gaffe à ça. Donc je comprends. Ça, c'est gros toi, piège. tu ressens ça quand t'entends des chansons. Ça peut arriver, qui sont je me hyper dis bien écrites. je me dis oh là là, moi j'arrête ça. Et il y a des jours où d'un coup il y a l'évidence. Tu sais pas pourquoi. Est-ce que ça va avec le moral? Est-ce que ça va avec la psychologie? Est-ce que tout à coup, en fait, tout ce que j'ai vu que j'arrivais pas à dire, enfin, je l'ai digéré. Et ça y est, ça me paraît clair. Et là, le don. Oh, génial, aujourd'hui, c'est revenu. Quand ça se débloque. Ah ouais. Et que tu as les mots qui viennent. Oh là comme là. c'est, là, c'est jouissif. Mais je pense que peut-être que d'être passé par tout ça avant, ça procure ce sentiment-là. Là, c'est le meilleur truc. Quoi, je pense que c'est ces montagnes russes, au final, qu'on subit parfois. Oui. Dans l'inspiration, dans la créativité, tu vois, de se dire, là, il n'y a rien, je suis à sec, je suis à vide. Et en fait, d'un coup, t'as trop. Et après, tout se met dans l'entonnoir. Et c'est bon. En fait, la recette, elle est faite. Tous ces doutes, tout ça, pour que ça crée la phrase... le splaf. Ouais. Et ça y est, je l'écris là, enfin. Après toute cette période horrible. Il faudrait pouvoir se dire, quand t'es en plein dans le doute, se dire, ça va passer, ça va arriver. Alors que pas du tout. À chaque fois, tu te dis... Non, c'est la première fois que je vis ça. C'est sûr que cette fois, c'est fini et ça reviendra pas. Exactement. C'est comme les règles. Tous les mois, tu vois, tu les as. Mais tous les mois, tu dis, t'es sûr. Oh merde, putain, c'est vrai. Encore. Et ça va être toute ma vie. Donc c'est à peu près pareil. Hein. Mais il faut se le dire, faut être lucide. Ouais. Moi, parfois, c'est mon entourage qui me... Il y a des gens qui croient plus en toi que toi. Complètement. Moi, c'est que ça. Hein. De toute façon, moi, si je mettais des billes sur moi-même, il y aurait 0 billes. Donc, tu vois, Enfin, je dis ça, mais voilà. C'est quand même toi, qui est. C'est quand même moi qui y vais à un moment. Donc, je suis fonceuse d'une manière, mais une fonceuse qui doute, quoi. Oui. Beaucoup. Oui, mais t'y vas. Mais j'y vais. Mais j'ai peur. J'ai peur, mais j'y vais. Ouais, c'est ça. Mais je saute. Mais c'est un peu ça. Et dans ton entourage, il y en a qui lisent, alors que toi, t'es pas sûre de toi. Il y a des gens à qui t'arrives à faire lire. Moi, il y a mon mari, tous les soirs. Il a interdiction d'aller se coucher tant qu'il n'a pas lu ce que j'ai écrit. Parfois, il est crevé. Je lui dis, j'en ai rien à foutre. tu vas lire et tu vas me dire que c'est bien en plus. Il va pas te dire, est-ce que tu aimes ce que tu as fait? Non. Il n'a pas intérêt à me dire ça. C'est l'essentiel. J'espère qu'il n'écoutera pas cet épisode. Non, moi, je pense que c'est comme toi, c'est les gens qui nous aiment. Moi, c'est ma femme à côté qui va me dire, alors, je vais pas forcément lui demander son avis sur ce que j'écris. Mais quand je suis dans cette période de doute, c'est la seule qui va réussir à me... Oui, parce que tu la crois. Recentrer. Ouais. Elle n'a pas d'intérêt. Non, à me dire que non, mais elle me dit, là, c'est ta période relou, là. Et après, tu vas nous pendre un truc, ça va bien se passer. Ouais, elle sait. Et si elle te dit que c'est bien et que toi, tu penses que c'est pas bien, tu la crois, elle. Ça dépend. Ouais. Moi, si je me dis que c'est pas bien, ça peut durer longtemps. Entre un doute qui dit la vérité ou un doute qui ment. Alors, c'est. Moi, je me dis, si j'ai déjà le doute et qu'il persiste, parce que j'ai toujours ça. Je fais une chanson, je suis plutôt emballée.
Le lendemain, je la déteste. Le jour d'après, ça va un peu mieux. Et parfois, il y a des redescentes, en fait. C'est soit ça redescend, soit finalement, je me dis, attends. Ah, ça, c'est dur, c'est dur de jauger parce que ton travail, sur le moment, dans l'instant T, 6 mois après, 10 ans après, il y a des chansons que je peux même pas réécouter. Hein. Ouais, parfois, je suis là, c'est une non, de mes questions. Ouais, il y en a que tu regrettes. Ah ouais. C'est quoi, la musique ou le texte? Le texte. Les deux. Parfois, je me dis, ça sert à rien. Enfin, si j'étais pas, entre guillemets, dans une industrie où quand même, il faut toujours surproduire, si je devais écrémer, dans mon répertoire, il y en a, ciao. Moi, c'était un truc dans mon premier roman où j'ai une des personnages qui se trouve grosse et qui se fait opérer. Oh, mais quel enfer! Je me dis, mais ça va pas du tout. En plus, elle se fait opérer pour plaire aux autres, quoi. Oui, mais je veux dire... j'ai évolué sur ça depuis. Mais tu l'as écrit à quelle période aussi, ce livre, tu vois? Il y a forcément pas si longtemps. Il y a 12 ans. En 2023? Non, il y a 12 ans. Mais il y a 12 ans. Ouais, j'ai vachement évolué depuis. Tu vois, je me suis ouverte à plein de choses et tout. Et c'est un peu grossophobe que de créer un personnage qui déteste son corps à ce point. En plus, par rapport au regard des hommes, tu vois, et qui passe par l'opération. J'aurais dû plutôt créer un personnage qui s'assume. Enfin, qui s'assume. Je déteste ce terme en plus, s'assumer. Mais qui, voilà. Et en même temps, on a le droit d'en souffrir et tout. Mais je réécrirais pas pareil. Ouais, je comprends, mais en même temps, je pense qu'on a évolué, on a été éduqués aussi dans à différentes périodes. Oui. Et je me dis, admettons... Des dingueries dans plus jeune, tu disais des trucs... je pense, et puis même, tu vois, quand je revois, il y a Bridget Jones, là, qui est sortie cette année, et on se faisait la réflexion, on se faisait la réflexion avec mes copines qu'à l'époque, Bridget Jones, elle était vendue comme grosse. Ronde, potelée, je sais pas quoi. Et en plus, ils avaient fait grossir l'actrice pour le rôle, plutôt que de prendre une femme qui était vraiment grosse. Mais n'importe quoi. Elle était même pas grosse. En plus, la meuf est super cuss, quoi. Genre, quand tu la regardes aujourd'hui, tu dis, en fait, c'est un standard. C'est hyper gênant. Donc, pour montrer à quel point... nous, les gamines des années 90, en tout cas, on a été éduquées en pensant que Bridget Jones était grosse, quoi. Oui. Donc aujourd'hui, on se dit enfin, aussi, Monica, exactement. Donc, faut pas se fustiger. Se fustiger parce que mine de rien, il y avait ce poids-là aussi de cette manière de construire un peu notre façon d'être une femme, quoi. Heureusement, on grandit, mais oui, il y a des. Mais c'est bien de se rendre compte, par contre, de se dire là, j'aurais pu mieux écrire, là, j'aurais pu être plus subtile. Oui. Je suis partie complètement dans tous les sens. C'est pas grave. C'était cool, mais on fera du montage. Ouais, ils feront le montage. Est-ce que tu te souviens la première fois où tu t'es dit j'écris une chanson, parce que tu as commencé par chanter des titres qui existaient déjà. Ouais. Et à un moment, tu t'es dit, je vais écrire mon propre texte. Tu te souviens de comment tu t'es lancée et est-ce que tu ressentais à l'époque, et où Pardon, il va y avoir plein de questions dans la question. Et la première fois que tu l'as chanté devant quelqu'un? Alors, du coup, plein de réponses dans la réponse. Je chante les chansons des autres, pas mal de répertoire français, du Piaf, du Brel, du Barbara. Des chansons à texte, je pense qu'on a compris que j'aimais ça. Plus tard, il y a le rap qui entre dans ma vie par le mur de ma sœur, Diams, qui écoutait Diams, qui écoutait Vita, qui écoutait des rappeurs rock, etc. Diams, j'ai saigné aussi les albums. Diams, je pense qu'elle a éduqué quand même beaucoup de jeunes filles de ma génération, dont moi. Donc, j'écoute tout ça et je me dis... alors, je me reconnais peut-être un peu plus dans le rap, dans la manière d'écrire. Et en même temps, dans la chanson française, j'aime la diction, j'aime la manière de raconter l'époque, etc. Mais je sens que c'est des vieilles chansons qui sont peut-être pas d'actu. Tu vois. Je chantais l'accordéoniste dans la rue à Saint-Rémy et ça parlait du gars qui part faire la guerre et tout. Je me disais, j'aime ce ton d'histoire, mais moi, je vais raconter les miennes. Je pense qu'il y a vraiment ce truc-là. Je pense que ça se déclenche un petit peu aussi à Saint-Rémy, cette période avant de partir à Paris où je chante dans la rue avec un chapeau. Et je chante. Commencé à chanter. Pour voir, tu vois, genre, je me suis dit, c'est le pire exercice, c'est le meilleur en même temps qu'on puisse faire quand on est chanteur. Parce que je disais à tout le monde, moi, plus tard, je vais être chanteuse, et tout le monde rigolait, et tout le monde ricanait. C'est quoi déjà? On va aller dans la rue, on va voir si les gens s'arrêtent quand je chante. C'était la première. Je revois mon frère, mon père, un peu derrière, comme ça, bras croisés, il disait, l'autre folle, là, elle va se mettre avec son chapeau, elle va aller chanter sur la place.
Et en Ils fait, t'ont mis des pièces pour... mais j'avais des pièces, des gros billets. Les gens se sont arrêtés. En tout cas, ça, c'était t'as ma un première... timbre hyper particulier, hyper fort. C'était drôle de faire ça. Je me dis... J'avais peur, hein, mais... C'est couillu, quoi. En fait, couillu, ouais. non. C'est des ovaires. C'est on n'a pas le mot. Overu. On va on va le trouver. Mais oui, c'est couillu pour le coup. Et à chaque fois que j'ai très peur aujourd'hui, tu vois, quand je remplis des salles ou quand il y a des grands festivals où il y a beaucoup de monde et tout, je me souviens de cette période-là. Je me dis, n'oublie pas Saint-Rémy, Edith Piaf, l'accordéoniste. Ouais. Et donc, je repense à ces textes où je me dis, voilà, il y a toujours un mot que j'aurais pas dit comme ça ou écrit comme ça. Et là, c'est vraiment là où j'ai l'urgence d'écrire mes chansons. Ouais, là, ça y est, ça arrive. J'arrive à Paris, je pose un CV, j'ai pas de boulot, très peu d'argent, je pose un CV dans le 20e et je commence à écrire des chansons sur des bouts d'addition. Ça commence vraiment comme ça, les chansons. Ah ouais. Ouais, bizarre. Mais des phrases qui arrivent comme ça. Des phrases qui arrivent, je remonte chez moi et puis je continue. Et puis le lendemain, du coup, je m'étais arrêtée. Et t'as la musique aussi dans la tête déjà? Parfois non. Ouais. Parfois oui. Juste le texte, ouais. Et tu sais, je trouve qu'il y a vraiment un truc avec les mots. Ça doit t'arriver aussi quand tu relis tes phrases et quand tu veux faire parler un personnage, etc., avoir un ton juste, etc. C'est une musique. Hein. Ouais, c'est une musique. Et t'as déjà une espèce de musicalité déjà dans les mots. T'as un rythme, t'as une consonne qui ressort un peu plus. Donc j'essaye de d'abord écrire et après limite de lire mon texte, voir un peu... Comment tu le poses? Comment je le pose, avec comment il résonne un peu dans ma bouche pour que ce soit un peu agréable. Ouais, c'est hyper important ça, parce qu'à l'écrit et dit, c'est très différent. Ouais, il faut que ce soit une sensation quand même gustativement parlant. Il faut que le mot il soit bon, quoi, tu vois. Genre, moi après je vais le répéter. Ouais, je vais le dire plein de fois. C'est ça, je trouve que tu as des mots qui claquent. Cool. Ouais. Ça claque, c'est cool. C'est cool. Ouais, mais trop bien. Mais ça passe par là en tout cas aussi. Et il y a une contrainte quand même énorme. Moi, ça m'intéresse vachement l'écriture. Enfin, pas que je veuille en faire, mais c'est tellement différent de l'écriture du roman où on est totalement libre dans la forme. Là, tu dois quand même... Tu as un nombre de pieds, tu as des rimes. Ouais. Et cette contrainte-là, elle n'est pas limitante pour toi? C'est ma grande question du moment. C'est le 3e album. J'ai écrit toutes mes chansons. Et je me dis, la rime, là, jusqu'à présent, je trouvais ça ludique. Tu peux t'en défaire, oui. Et ben là, je commence un peu à me dire, OK, j'écrirai toujours des chansons parce que j'aime ça, j'aime la rime, j'aime synthétiser une émotion et la livrer parce que nous, c'est... couplet, pré-ref, il faut qu'il y ait des pieds comme tu dis, il faut que ça rime, il faut que le mot il aille avec l'autre mot, il faut que ça sonne bien, il faut pas que ce soit un mot un peu bizarre dans une chanson, un peu long, un peu... il faut qu'il claque. Mais ouais, c'est ça. Comme tu dis, donc c'est vraiment... j'ai l'impression de faire parfois vraiment du... Ouais, de l'orfèvrerie. De l'orfèvrerie. J'allais dire des Legos, mais j'étais plus humble. Mais de l'orfèvre, non, mais tu déconnes, en fait, c'est vraiment de la chirurgie. Cardiaque. Mais non, en fait, souvent, je me dis, est-ce que dans ta vie, est-ce que ton rapport à l'écriture va changer? Est-ce que, pardon, gros chat dans la gorge, est-ce que tu t'autoriseras un jour à écrire autre chose que des chansons? Ouais. C'était une de mes questions aussi. C'est bien, tu devances. On devrait faire un Vie ma vie, toi et moi. Tu devrais écrire une chanson. Un roman? J'aimerais un jour et je me dis, je suis incapable. Oh merci. Écoute, je me dis que j'en suis incapable à chaque fois, donc vas-y. Hein, tu crois? Sur un malentendu, tu peux y aller. Hein. Mais je pense que j'essaierai. Je pense que je le ferai. Tu as des choses à dire. Mais t'as j'ai la peur. Plume. Écoute, je crois que le combo, c'est des choses à dire, la plume, tu l'as. Et la sensibilité, le savoir absorber, tu vois, cette sensibilité et que tu recraches après dans des textes. Ouais, mais ça dure combien de temps d'écrire? C'est moi qui fais l'interview maintenant. Ça dure combien de temps? Combien tu mets de temps à écrire un roman, toi? 4 mois, mais je fais que ça. 4 mois et tous les jours? Est-ce que tu es du style à avoir une discipline? 9h, 17h, j'écris. Non, j'ai un pas peu bureau. Je suis pas du tout disciplinée, mais je suis obligée parce que j'y pense tout le temps en fait. Ouais. Donc je me sens obligée. Donc mes enfants vont à l'école, j'écris tout le temps. Enfin j'écris et je vais sur Instagram et je procrastine, je fais le ménage et tu vois, je fais des conneries pour pas y aller, mais j'y vais. Je finis par y aller. Quand ils rentrent de l'école, je reste avec eux. Et après, une fois qu'ils sont couchés, j'y retourne jusqu'à 3-4 heures du matin. Ah ouais. Ok. Une nocturne, hein? Ouais. C'est bien. Ouais, je vis la nuit. Et après, je me lève vers 10-11 heures, tu vois. Okay. Et voilà. Et je repars, je recommence à écrire dès que je me lève. Voilà. Mais je fais que ça pendant 4 mois. C'est-à-dire que si je m'arrête pendant 2-3 jours,
j'ai Tu perds le l'impression rythme. je dilue un peu le truc. Je suis moins immergée dans l'histoire. Et en Ouais. plus, ça m'obsède. J'ai ce bruit permanent dans la tête. Donc voilà, 4 mois, ça te semble faisable? 4 mois, Après, moi, il y en a il y en a qui doivent être beaucoup plus longs que toi. Parce que 4 mois, moi, je trouve ça rapide. Je me dis 4 mois. Ouais, mais ça jaillit. Paf Pendant les mois précédents, le sujet, il est là, tu vois. Et puis, une fois que je m'y mets, ça arrive tout seul. Après, j'ai pas de plan. Les 4 mois, c'est ça y est, c'est quand tu coules de source. Là, ça y est, t'as ta première phrase écrite sur le papier. Pendant lesquels j'ai pensé qu'à ça. Donc ça te fait presque l'année à penser qu'à ça. En tout, c'est un an. Mais il y en a qui écrivent sur 3 ans, tu vois, en écrivant une fois par-ci, une fois par-là. Ouais. Mais ça, je m'y tiendrai pas. Et en plus, non, moi, je pense qu'il y a un bon entre-deux à trouver. Parce que tu vois, c'est comme les gens qui sortent des albums tous les 5 à 10 ans. Oui, c'est ça. Là, c'est un peu long, quoi. Mais je crois que j'aimerais tellement te lire. Écoute, peut-être un jour, peut-être que j'aurais besoin de sortir un peu de mon cadre de chansons et oser écrire un livre. Peut-être qu'il sera hyper nul. Mais écrire des nouvelles pour commencer. Alors, c'est ce que je me suis dit. Peut-être un recueil de nouvelles pour commencer, parce que je pense que c'est ce que j'ai aimé lire aussi au départ. Mais déjà, tu vois, lance-toi. Des petites histoires, quoi. T'écris, tu peux partir d'une nouvelle en plus après pour la développer sur un roman. Oui, c'est clair. Mais tu commences à écrire et tu vois où ça te mène. En fait, t'es pas obligé d'avoir un plan où et si t'as ton idée globale et à peu près ta fin. Ouais, voilà. T'y vas. C'est ce que j'allais te demander toi. Est-ce que t'as des schémas parce que tu vois, nous on est très embêtés par cette histoire de couplet, pré-ref, refrain. Oui. Toi, j'imagine que t'as quand même une intro qui doit claquer. L'intro, elle doit... Ouais, mais en général, l'intro, vu que ça a mûri pendant et que j'ai été en ébullition, en fait, quand je commence à écrire, vraiment, j'ai les doigts qui me brûlent, quoi. Il faut que j'y aille. Je comprends. Et donc, l'intro, elle sort et souvent, enfin, c'est l'intro, c'est soit le prologue, soit le premier chapitre. Et souvent, ça sort comme ça et c'est assez fort d'emblée. Mais c'est juste le processus qui est comme ça. Mais tu peux revenir en arrière, tu vois. Tu peux réécrire si jamais tu trouves que ça claque pas assez. Mais... en fait, tu t'y mets. Moi, souvent, le matin, quand j'ouvre mon ordi, je sais pas du tout ce que je vais écrire dans la journée. Enfin, souvent, tous les jours, quasiment. C'est le brouillard et à un moment, ça se lève et là, c'est génial. Mais tu sais pas du tout où tu vas et l'histoire, elle t'amène quelque part. Donc, tant que tu le tentes pas, tant que tu te lances pas, en fait, tu vas pas savoir parce que quand tu y penses avant, c'est jamais pareil que quand tu ouvres l'ordi et que tu t'y mets. Ouais, pareil pour les chansons. Je pense qu'il y a un peu de ça. Quand comment dire, tu penses trop. Il y a un truc un peu où c'est là où est-ce que je m'autorise cette phrase, est-ce que c'est cet angle-là, est-ce que c'est cet axe-là, mais comme en écriture, comme en danse, comme en tout, en fait, je pense qu'il y a du lâcher prise aussi à trouver là-dedans, ce qui n'est pas évident pour des êtres comme nous. mais à la fin, quand on le trouve, comme tu dis, le brouillard se lève, le soleil arrive et ça, c'est cool. En fait, je pense que tu es pareil que moi, tu es tellement sincère que tu penses pas à comment vont le recevoir les autres. Et ça, c'est le gros piège, je pense. Mais t'as pas envie d'avoir honte non plus. Je sais pas, c'est un truc, c'est hyper particulier parce que je m'empêche de penser à ce que vont penser les lecteurs. Je veux vraiment écrire quelque chose que j'ai envie d'écrire, que je veux écrire. Et à la fois, tu as ce truc de se dire, ça va intéresser personne, c'est nul. Et ça, c'est le regard des autres, finalement, que tu poses dessus. Oui, ça, c'est dangereux, je pense, le regard des autres, parce que du coup, c'est là où tu commences à te dire qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre, etc. Et en fait, c'est plus toi qui écris, là, c'est dangereux. Les autres, quoi, limite. Donc, je pense qu'on passe par un truc comme ça. Vers le 3e livre, je me suis rendu compte que j'étais en train de me dire... Est-ce que ça va leur plaire pendant l'écriture ? Ça m'arrive après l'écriture et c'est pas un problème. Mais pendant l'écriture, surtout c'est pas possible. Exactement. Et je me suis dit, oula, non, on va pas là-dedans, mais c'est un piège, je pense. Ouais, vraiment. Et je pense que ça, tu le ressens quand t'écris. En tout cas, moi, sur le 3e album, là, je me suis dit, tu ne penses absolument pas à ce que vont penser qui. Les gens qui t'écoutent pas, peu importe. Je préfère y penser, comme tu dis, au moment limite où fini. Tout est sorti, oupsie. Oupsie, tu peux les plus gens rien faire. Je peux plus rien faire. Ça me crée de l'angoisse aussi. Je suis là, oh là là, mais... Tu lis les critiques ? Bof. Tu écoutes les critiques ? Moi, j'ai jamais trop lu mes bulletins, surtout quand ils ont commencé à être pas moins sympas. Mais un petit peu. Et en même temps, je me dis, les gens qui font des critiques, ils font pas d'album, donc ça m'intéresse pas, quoi. Enfin, c'est le public, moi, ma critique. Tu vois, genre, c'est... C'est tellement personnel, un avis. Je suis assez d'accord. Je pense Après...
Je me méfie autant des avis dithyrambiques que des avis Complètement. négatifs. Ouais. Ah, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. De toute façon, les gros compliments, tu dis, c'est trop. Ouais, c'est ça. La grosse critique, tu dis, c'est trop. Ouais. Et en même temps, parfois, les critiques, ça peut... Enfin, moi, ça m'arrive d'être un peu blessée, piquée, en tout cas. Surtout quand je suis d'accord avec... Alors, je pense que tu peux être piquée si tu es d'accord. Ouais. Si tu t'es dit, si tu as douté, que tu t'es dit, merde, connard, il a confirmé. Mais non, je pense que ça... après, c'est bien d'être un peu dur avec soi-même et d'accepter les critiques, etc. Mais après, il faut être lucide et se dire, OK, c'est un avis, les goûts, les couleurs... C'est ça, c'est un avis très personnel qui est bâti sur le vécu et les goûts. Donc, moi, je me dis juste, est-ce que tu as travaillé, est-ce que tu es allé... Tu as fait au maximum pour aller au bout. Je crois qu'on va jamais au bout parce qu'on souhaite toujours faire mieux et machin. Et ça, c'est chiant. Je pense que c'est un truc... rechercher la perfection en même temps, c'est que c'est dur. Dire, hein. c'est bon, ouais. Souvent, je m'arrête parce que allez, j'en ai marre. Ouais, je peux plus la voir, la chanson. L'album, souvent, c'est pas forcément... Parce que l'album, c'est 12 chansons, donc une après l'autre. T'arrives à la 12e, tu as l'impression d'avoir fait une rando qui c'est ça. n'a jamais cessé. Ça donc, prend combien de temps là, les chansons, le temps de les écrire, le temps de les composer, le temps de trouver le petit chic qui va aller là, de les mixer, de les masteriser pour que vous ayez une écoute qui est optimale. Optimale, ouais. T'as le temps. Hein. Ah ouais. Ouais. C'est ça, tu peux écrire des romans, alors. Je pense que le roman 4 mois, là, je me suis dit, pépouze, en fait. Mais non, en fait, je pense que je mets du temps, moi, à écrire. Et je pense que ce soit album ou roman, il me faudrait le temps de faire mes petites journées de peur de l'échec, mes petites journées de... Tout ton processus. Le processus du doute, tout le bordel, là, il me faudrait comme toi, en fait, 6 mois et après, et 6 mois de allez, allons-y. Allez, on y va, c'est parti. Go. Et puis après, on peut plus... Après, on peut plus rien faire. Je me dis que tu as une double exposition, vu que tu écris. Donc, tu écris des choses qui viennent de l'intérieur de toi et tu chantes en plus. Donc, tu es doublement exposée. Et comment tu arrives à te protéger de ça ? La voix, c'est l'intime hein, quand même. Parce que tu vois, écrire, c'est quelque chose... La voix, tout se lit. Ouais. Et en même temps, tu vois, je pourrais pas dissocier... la voix ou mon corps ou les mots. Si je devais faire qu'une chose, je me dirais mince, il manque tout le reste. Écrire pour d'autres, par exemple. Si, je pourrais, mais faire que ça, non. Il faut que tu sois par ailleurs. Voilà, il faut que je puisse, moi en tout cas, ces mots que j'ai choisis, qui m'ont presque fait soit du bien, soit du mal, il faut qu'à un moment donné, je puisse les partager, les vivre aussi, parce que je pense que c'est en les... s'évoquant tous les soirs, tu vois, dans un micro, j'ai cette chance-là. J'ai cette chance d'avoir une voix qui porte parce qu'il y a un micro devant. C'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas de toutes les femmes sur Terre. Moi, j'ai une vraie chance, je trouve. Et comme tout à l'heure, tu vois, tu disais, j'ai chanté à la manif pour Liana, j'ai chanté Je t'accuse. Moi, quand j'ai pris le micro, j'avais l'impression que le micro, il était pour nous tous, pour nous toutes. Il n'y avait pas que ma voix dans ce micro-là, tu vois. Voix quelque part. Je suis complètement. Je suis un vecteur de. Ma voix est un vecteur de. Ça s'est senti. Message, mais. Je te jure, rien que d'y repenser, j'ai les poils, quoi. T'avais une puissance. C'était hyper fort. Mais je pense que c'est les gens qui me portent, quoi. En fait, il y avait toutes ces femmes. Il y avait quelques hommes aussi, mais pas beaucoup. Peu, assez peu, mais en tout cas, le peu qui était, écoute, ils ont. Ils ont fait partie de ce cœur un peu de voix qui me rejoignent dans ce micro. Donc je pense que les chansons, parfois je me suis beaucoup demandé à quoi ça sert d'écrire des chansons. Est-ce que ça aide le monde ? Est-ce que je pense que dans des périodes où il y a des guerres voilà, tu le disais aussi tout à l'heure, tu es très anxieuse et tu as l'impression que tout autour de toi peut s'effondrer ou être source d'angoisse. En tout cas, moi c'est un peu la même chose. Souvent, mon écriture, elle est déclenchée par l'urgence de ce qui se passe dehors et parce que je me dis, je suis trop fragile, je peux pas vivre ça, il faut que je l'exprime quelque part. Trop fragile, c'est ça. Il y a de ça, et du coup, voilà, je me dis, l'écriture, c'est un moyen de se sauver un peu soi-même, déjà. Et si on peut peut-être sauver un peu les autres aussi, je sais pas si on peut les sauver, mais les aider à contribuer dans des périodes. Tu vois, tu disais aussi tout à l'heure, les chansons, c'est un peu comme une bande originale de notre vie. Hein, donc, ça nous marque. Et ça je nous pense marque. Que tu as des textes. Moi, j'ai adoré le texte À la vie. Ah ouais, c'est une de mes préférées. Merci. Moi aussi.
Trop bien. Et voilà. Merci. Si dans 100 ans, il restait qu'une seule de tes chansons, c'est-à-dire que tu as envie de transmettre du coup pour passer un message probablement, mais dans 100 ans, des gens tombent sur une cassette audio. Écoute, des gens, des ovnis, je sais pas qui va tomber là-dessus, mais je pense que mon choix est quand même assez simple. Je pense que ce serait Je t'accuse, parce que souvent les chansons peuvent être aussi des marqueurs de temps, d'époque. Tu vois, là on laisse en général, ce que nous on découvre 100 ans après, c'est peut-être que ça du aura patrimoine, évolué c'est des pierres, et qu'on se dira c'était comme ça. À l'époque, ils étaient complètement tarés. Et puis maintenant qu'il y a une société matriarcale, tout va mieux. Maintenant qu'il n'y a plus d'hommes. Maintenant qu'il n'y a plus d'hommes. Nulle part. Bah, l'autre folle de Suzanne, elle peut arrêter de chanter Je t'accuse 100 ans après. Écoute, ce serait génial que ce soit ça en tout cas. Que ce soit, alors peut-être pas une société où il n'y a plus d'hommes, mais t'as compris, en tout cas, ce serait On plaisante, messieurs. des hommes qui ne dominent pas, des hommes qui ne sont pas dans le privilège, des hommes qui sont à égalité avec les femmes. Et qui disent pas tous les hommes. Pas tous les hommes, et qui sont très contents d'ailleurs de vivre dans une société matriarcale. Voilà, ils sont ravis. Oui, qui trouvent rien à redire. Rien à redire, qu'on gagne tout pareil va bien. qu'eux, qu'on ait les mêmes droits qu'eux. Voilà, le monde est en paix, puisque les femmes font rarement la guerre. Veut, en fait. Voilà, la nature va bien, les enfants aussi. Oh là là, mais je voudrais vivre encore dans 100 ans. Là, ah ouais, moi si aussi. c'est comme ça. Écoute. Bon, j'ai des petites questions un peu bizarres. Un peu deep. Parce que non, pas du tout justement. Parce que j'ai une théorie un peu très personnelle qui dit que pour écrire, il faut être un peu cinglé. Et donc j'ai des petites questions pour mesurer à quel point tu l'es. Alors fais voir. Moi je ne le sais pas encore. Hein. Sache-le, je vais découvrir. On va mesurer ça. Je crois qu'il y a 5 questions. Donc on va on fera une note après. Quelle est la chose la plus bizarre que tu fais quand tu es seule? La chose la plus bizarre que je fais quand je suis seule, je pense que je parle à chaque action que je fais. Arrête. Bah ouais, pour me motiver, je me sauce, je commente. Je suis un commentateur, je suis un commentateur de ma propre vie. Il y a plein de gens qui font ça. Ouais, mais sinon j'arrive pas à me. Et t'aimes pas le silence? Je déteste le silence, et donc je parle seule à fond. Ok, ça va. Ça va. C'est pas, ça va. Franchement, j'ai cherché quelque chose de pire. En fait, je suis plutôt saine là-dessus. Ça va. Ouais. Tu marches sur le trottoir. Et au bout de la rue, tu vois quelqu'un que tu n'as pas du tout envie de voir. Qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, sache que j'ai des yeux très performants. J'ai 10 et 10. Ah ouais. Donc c'est-à-dire que si j'ai pas envie de te dire bonjour, je t'ai déjà vu à 10 km. Oui. Donc, et qu'est-ce que tu fais? Tu te caches? Tu te mets en boule? Je prends en courant. Tu dis non, it's not me. Mais ça, c'est vraiment un sport du Sud. On peut croiser des gens qu'on adore, hein. Mais en fait, si t'es surpris de les croiser, que t'es dans un truc où t'es pas machin, juste tu changes de trottoir. Oui. Et tu fais genre tu téléphones. Oui, ok. C'est pas mal. Ça marche. Ça va, t'es pas trop... Non. Quelle est la chose la plus dangereuse que tu aies faite? Oh, ouais, ça, j'en ai fait des choses dangereuses. Des choses dangereuses. Déjà mentir à mes parents, sortir, faire le mur, alors du que troisième étage. Voilà, non, mais par contre, alors tu vois, tu parles de ça, je revis cette scène à chaque fois. Parfois dans mes cauchemars, je me dis, dans une vie parallèle, tu es morte. J'étais en soirée avec des copines et je sais pas ce qui m'a pris. J'étais très proche du balcon et je voulais montrer comment on fait un truc sur le balcon. Mais sauf que le balcon était quand même à 8 étages. Enfin, je clame-c'est direct. Hein, je veux dire, c'était poum, c'était fini. Je me revois à chaque fois à califourchon sur ce balcon et faire Ah ouais. Et en fait, c'est soit sans je penchais, aucune notion de la gravité déjà. Non, mais n'importe quoi. Enfin, je me dis, j'étais ado. Enfin, je me rendais pas compte à quel point la vie était précieuse. Oui. Non, ado, je crois que c'est pas encore dans le cerveau. Non, moi, je pense que il me manquait une petite case vers 17 ans, moi, quand même. Je pense que... Donc, voilà, cette période-là, ce truc-là, à chaque fois, je me dis, oula. On parlait de procrastiner. Quelle est ta façon la plus toxique de procrastiner? Me faire croire que je procrastine pas, alors que ça fait une semaine que je décale chaque jour ma to-do list. Ah ouais. Je pense que c'est ça. Et tu la recommences. Est-ce qu'au début de ta to-do list, tu as voir to-do list d'hier? Oui. Ouais. Il y a revoir note hier. Ouais. Voilà. Donc je pense que ça, c'est un truc hyper toxique de ma procrastination. Voilà. Ou l'accepter, c'est-à-dire me dire je
fous. Ouais. Et là, je me dis, là, c'est le toboggan vers la procrastination. C'est ça. Non, Et je ne suis pas du tout en train de procrastiner. J'ai le temps. J'ai le temps, là. On est bon. Ça. Et je compte les jours. Je préfère mettre mon énergie à compter le temps qui me reste à procrastiner plutôt qu'à m'y mettre. Oh, c'est bon. C'est dingue. On est bien. Et dernière, tu es chez le coiffeur, il te loupe. Tu fais quoi? Moi, je lui dis merci. Moi, je rigole. Hein. Ah ouais? Moi, je rigole. Et après, ça peut être dangereux parce que... Vraiment. Alors, il me loupe vraiment. L'autre fois, il est arrivé que la coiffeuse me fasse la frange un peu courte. On aurait dit Godefroy de Montmirail. Je te cache pas. Les gens me regardaient genre un peu, elle est courte là, la frange. Elle est... Et effectivement, à chaque fois que je me voyais dans une glace, je me disais, on dirait une dingo. Mais je me disais... Et c'est stylé. C'est drôle. Au moins, je croisais ma face. Donc, et je trouvais ça assez drôle. Et la frange, ça repousse. T'es du genre à dire ce que tu penses si... Alors non, je suis plutôt introvertie là-dessus. Ouais. Sache que je fais partie des gens qui diront pas si tu leur as loupé la coupe. Si je suis assise à côté de toi dans le train et que je veux aller faire pipi, je te le dirai pas. C'est horrible. Pourquoi donc, ouais. Et en plus, moi, les gens pensent que je suis... Il a laissé toutes les vitres ouvertes et t'as t'oses lui dire non. Si vraiment je me pèle, au bout d'un moment, je me le dis 3-4 fois dans la tête et je me dis, allez, excusez-moi. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, je vous en supplie. C'est terrible. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, j'ai des questions. Tu préfères? Ah, tu préfères, j'adore ce jeu. Tu préfères qu'on lise ton journal intime ou ton historique Google? Mais t'as pas de journal intime. Alors tu préfères qu'on lise tes chansons que t'es en train d'écrire ou ton historique Google? Largement mon historique Google. Mais non. Ah, si largement, ça va être à quelle heure ouvre Naturalia. Ouais, mais c'est ça, il y a des trucs... des trucs nuls, enfin, tu vois, moi, genre... Une fois, j'avais cherché... non, vraiment, j'étais en train de rechercher le terme exact. Chienne, chaleur, vulve gonflée. Parce que ma chienne, donc, était en chaleur et qu'elle avait la vulve qui me paraissait anormalement gonflée. Ah, j'adore. Et donc, j'ai ce genre de choses dans mon historique. Ouais, mais ça, c'est très drôle. Moi, j'ai envie de tomber sur ton historique, par contre, j'ai envie de le lire, là. Je suis pas sûre. Wow. Évidemment, les réponses que j'ai obtenues n'étaient pas celles que j'avais. Bon. Tu préfères chanter juste mais écrire comme une élève de CE2 ou avoir une belle plume mais chanter comme une porte qui grince? Large, je chante large comme la porte qui grince parce qu'aujourd'hui il y a autotune. Hein. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Vaut mieux savoir écrire, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je préfère. Ouais. Vaut mieux dire des choses sympas que de les dire avec une voix sympa. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Tu peux même les dire en parlant, ça va. Ouais, ça passe. Jusqu'à la fin de tes jours, tu préfères ne plus écouter que tes propres chansons, à plus pouvoir les voir, hein, vraiment, tu n'écoutes plus que ça, tu n'as plus le droit d'écouter autre chose, ou jusqu'à la fin de tes jours, tous les gens qui parlent, tu les entends avec une voix de fête foraine. Oh putain. Ça c'est génial. C'est quoi? Je choisis la deuxième option parce que franchement, je pense qu'au bout d'un moment c'est un peu agaçant, mais alors les premiers mois de fête foraine là. C'est génial. C'est génial, j'adore. Tu préfères ne plus jamais écrire ou ne plus jamais chanter? Ça rejoint un peu... Ah non? Je pense que en fait, j'ai choisi vite dans ma tête. Si je veux être honnête, je crois que j'écris. Ouais. Tu continues d'écrire. Ouais. Tu préfères oublier toutes tes paroles pendant un festival, mais il y a des prompteurs. Sans prompteur. T'as pas de prompteur, t'oublies toutes tes paroles. Ou à la fin d'un concert où tu as un écran géant avec toi en gros plan, tu te rends compte que tu avais un truc bien visible entre les dents. Connerie, ça. Alors, j'ai pas de prompteur en général sur scène. Et franchement, quand tu oublies tes paroles sur scène, tu te sens quand même vraiment con. Hein. C'est la cata. Ouais. Je te jure que c'était là et c'est très long. Tu peux hein. dire que c'était fait exprès. Ouais, le truc dans les dents, à la limite... C'est ma nouvelle DA. C'est drôle. Ouais, non, franchement, je mets le truc dans les dents et je me dis, tant pis, les gens vont penser que j'ai un grills. Ouais, c'est ça. C'est ça, ok. Allez. Tu rebondis bien. Tu préfères qu'on dise de toi, ces chansons sont des chefs-d'œuvre ou ces chansons m'ont sauvé? Alors, je préfère largement sauver les gens plutôt que d'avoir le triomphe qu'on me dise que c'est un chef-d'œuvre de l'orfèvrerie. De l'orfèvrerie, ouais, non, de la chirurgie cardiaque. Les chansons qui sauvent, moi, je suis contente d'être médecin en chanson. Ouais, très beau. Dernière question, si tu pouvais échanger avec la Océane qui écrivait sa toute première chanson, la toute première ligne, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu lui dirais quelque chose? Je lui dirais... n'aie pas peur de ta plume, quoi.
parce que je sais que on en revient à la magie. C'est une baguette magique où je sais pas toujours trop ce qui sort de là-dedans. Ouais. Mais Fais-toi je sais confiance. que fais-toi confiance quoi. C'est une arme. C'est un pouvoir magique, c'est pas quelque chose qui va. C'est pas donné à tout le monde en plus. Ouais. Les mots, utilise-la bien. Ouais, c'est une chance. Ouais, exactement. Ok. J'ai une surprise. C'est vrai. J'ai un message de quelqu'un. Arrête. Qui avait quelque chose à te dire et à te demander. Je vais chialer ou pas? Attention. Peut-être. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Attends, parce que je veux pas. Voilà. Drôle. Hop. Ah, arrête. Coucou ma jolie Suzanne, c'est Caro. Une belle âme m'a proposé de t'adresser un message vidéo et j'ai donc accepté de suite puisque tu sais l'affection que je te porte, mais même au-delà de ça, le respect. Et l'admiration aussi, parce qu'en fait j'aime non seulement la femme que tu es exceptionnelle avec tes engagements, que tu es toujours d'une fiabilité exemplaire, on peut faire appel à toi, tu seras toujours là et j'ai pu l'observer à de maintes reprises, notamment via notre engagement commun avec la Fondation des femmes. Et puis surtout, j'aime l'artiste, voilà. Et tu le sais, je te connais, enfin je te suis depuis un petit peu avant 2020. J'aime tous tes textes, très engagés, j'aime ta musique, j'aime tous tes partis pris. Et donc j'avais une question à te poser, parce qu'évidemment j'aime tous tes titres, mais il y en a un en particulier qui est aujourd'hui devenu un peu un hymne national pour des milliers d'entre nous. Et je voulais savoir ce que tu avais ressenti lors de ton premier Zénith à Paris, lorsque toute la salle s'est levée, lorsque tu as chanté « Je t'accuse ». Et moi, j'étais derrière toi et je t'avoue que j'ai été bouleversée par cette charge émotionnelle. Donc, je voulais savoir comment toi, tu l'avais vécu. Je t'embrasse, je t'aime. Gros bisous. Oh, Caro, je l'ai vu hier en plus. Avant-hier, on était à la manifestation ensemble pour Liana. C'est ce moment au Zénith, effectivement, Caroline était avec moi. Il y avait beaucoup de monde avec moi sur cette scène parce que j'avais pas envie d'être seule sur ce Je t'accuse, parce qu'encore une fois, il est devenu un ce jeu. C'est un hymne. Ouais. Et donc, au Zénith, tu vois, j'ai mis du temps à redescendre de ce Je t'accuse. Hein, et j'ai l'impression que, tu vois, même en festival, je sais jamais devant qui je vais le jouer, en fait. On sait pas qui y a dans la foule. Parce que là, à la limite, le Zénith, c'est des gens qui viennent me choisissent. Et je pense que ce que Caro a ressenti, tout comme moi, c'est beaucoup de sororité, de puissance, de aller, quoi. Il y a un peu de la révolte aussi là-dedans, quoi, de colère aussi, il faut dire ce qui est. Mais c'est beau, c'est puissant, quoi. En tout cas, ce Zénith a vie dans ma tête, quoi, pour sûr. Et là, je t'accuse, je sens que avec ce qui se passe dans notre pays, avec ce qui se passe tous les jours, les gens commencent à être vraiment en colère. Ils ont moins d'espoir, j'ai l'impression, sur ces questions-là. Et quand la chanson démarre, ne serait-ce que le piano, tu vois, même en festival, sur des gens qui me connaissent peut-être même de loin, ça doit hurler. Ça hurle, ça lève les poings, ça manifeste, quoi. On est tout à coup, on est presque en manif. C'est très fédérateur. Et puis ça fédère des gens qui ont les mêmes idées. Exactement. Donc ça, c'est hyper fort. Et ça t'arrive d'avoir je sais pas, les poils qui se dressent sur scène, parce que là, rien que d'en parler, moi, je les ai. Et ça t'arrive, C'est pas évident de porter une chanson comme celle-ci. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où tu te dis, est-ce que mes petites épaules là, vont y arriver, quoi. Et je pense que c'est quand tu croises les autres personnes, en fait, quand il y a de la foule devant, quand je vois des gamins chanter « Je t'accuse » par cœur, ou quand je vois des gens qui pleurent en même temps, qui me disent merci. Il y a des merci qui sont beaux, mais en même temps très durs à recevoir. Il y a des soirs où je sens que j'ai reçu beaucoup et je sais pas vraiment ce que je dois en faire. De ça, de toutes les histoires qu'on te raconte. Les témoignages, les histoires. Enfin, j'ai lu beaucoup de choses cette année, des choses qui m'ont fait perdre un peu foi en l'humanité. Je te cache pas. Mais en même temps, cette chanson, c'est encore une fois, c'est un outil pour combattre. Donc, on y va et ensemble. Et, on regarde plus loin. Et, Mais bon, parfois, je sens que je suis un peu. Je suis un peu chamboulée, il faut dire ce qui est, quoi. Faut avoir les épaules. Faut essayer au maximum, mais en tout cas, les jours où je ne le suis pas, parce qu'il y a des jours, des jours où ça m'est déjà arrivé de faire quelques crises d'angoisse avant de chanter Je t'accuse, ou après. Et ça, c'est les coulisses, hein, les gens ils le voient pas forcément, quoi. Mais il faut que je prenne un peu soin de moi aussi, que je m'autorise à vivre les émotions, même si elles sont pas toujours faciles. Et voilà, que j'arrive à me laisser. On n'a pas fini d'apprendre. En tout cas, je charge mes valises là en ce moment, quoi, tu vois. Mais c'est aussi de la bonne manière, pas que de la mauvaise manière.
Dernière chose, est-ce que tu as une recommandation d'un livre ou d'une chanson plutôt à texte que tu as envie de partager? Qu'est-ce que j'ai? Une chanson à texte? Oui, ma chanson. Disais. Ben, en fait, le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre de Gisèle Pellicot. Je pense que c'est pas un livre. Chez Flammarion. Exactement. Je pense que c'est pas un livre qu'on aurait aimé lire de base. Mais nécessaire. Ouais, je crois. Sincèrement, on a beaucoup entendu cette histoire par les médias. Et on n'a pas la principale concernée. Ouais. Et je pense que sur toutes ces questions de soumission chimique, de féminisme, de même, je trouve ça intéressant de voir Gisèle Pellicot, elle a plus de 70 ans. Elle est née elle a été femme dans une autre époque. Elle a accepté. Enfin voilà, elle s'est construite avec. Enfin, je trouve que ce livre, il est. Ouais, son cheminement, comment. Son cheminement, pourquoi elle a. Son ressenti. Jusqu'à la fin, enfin où elle en est, comment elle a vécu ça. J'ai trouvé que c'était un livre qui était quand même important à lire. Voilà. Je suis d'accord. Ouais. On le recommande. Donc ouais. Voilà. Et une chanson, j'aurais bien aimé te dire une chanson, mais. J'ai rien qui me vient. C'est pas grave, un livre c'est très bien aussi. Manhattan Kaboul, mais elle est pas sortie là, tu vois. Oh, on l'adore. Elle est vieille, mais et puis elle est d'actualité. Mais je trouve qu'elle résonne en ce moment, tu vois. Oui. Voilà. Elle est d'actualité. Et puis Renaud, Renaud, on l'adore. Ça fait partie des artistes qui m'ont donné envie d'écrire et d'écrire des choses. Il nous manque. Ouais. Je suis assez d'accord. Ouais. Eh ben merci, j'ai passé un super moment. Tu vois, Virginie. J'étais très stressée et puis en fait, je me suis laissée porter et t'as une énergie hyper généreuse. Merci, donc, toi aussi. J'ai passé un très très bon moment. Merci beaucoup d'être venue. Ton Merci actu, donc c'est ton dernier album. Alors on dit Millennial ou Millennium. Millennium. C'est Millennium en tout cas. C'est une milléniale qui a écrit Millennium. Ouais. Voilà. Ok, merci. C'est bon. Et tu fais des festivals, des concerts? Ouais, à fond. Cet été, les festivals un peu partout en France, Solidaise, Vieille Charrue. Enfin, on va passer un petit peu partout. Et puis, la tournée continue, notamment dans les Zéniths en mai 2027. Okay. Et mon premier Accor Arena. En général, quand je le dis, je tombe un peu en même temps. Mais là, ça y est, je commence à comprendre que ça va arriver. Ça va vraiment se passer. Quand c'est le 29 mai 2027, donc ça va être, tu vois, je sais que cette date-là va être importante dans ma vie. Oui. Voilà, donc il faut que ça va être l'apothéose. Ouais, ça va être une espèce de Graal. Après, il faudra redescendre de ça. Ouais. Tes valises tête de rond. Avec mes valises, voilà. Redescendre. Mais ça va être trop chouette et merci en tout cas Virginie pour l'invitation. Merci à toi, c'était super. Et trop bien. Je pense que les gens vont nous entendre nous marrer. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Je suis contente de l'avoir partagé avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment vous aussi bon que le nôtre. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le lundi soir. D'ici là, vous pouvez nous retrouver. Je prends mes petites notes parce que ma mémoire n'est pas au point. Vous pouvez retrouver le podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur les réseaux sociaux et tutti quanti, TikTok, YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires, on va essayer de répondre. En tout cas, on va tout lire. Je vous souhaite une bonne journée et pas du tout. Pourquoi une bonne journée? On s'en fout. Et je sais pas comment conclure. Sa mère.